Bonjour Attention. à tous. Bonjour à tous, je suis François Langlais, modérateur de cette session, dont le titre, le thème, vous savez, c'est État-nation, zone économique, zone politique. L'idée est évidemment de pointer les interactions et les conflits qu'il peut y avoir entre ces différents éléments. Avant de vous présenter notre panel prestigieux, je vais bien sûr passer la parole à Agnès Benassi-Kéré du CEPI, qui est la coordinatrice du Cercle pour cette session. Agnès va nous expliquer que, contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, la Terre n'est pas ronde, elle n'est pas non plus plate, elle est carrée ou cubique. Agnès, c'est à toi. Merci François. Donc le sujet de cette table ronde est tellement compliqué que j'ai pensé vous présenter une image. C'est pas ça. Ça va venir, hein, pour l'instant. C'est un peu troublant, mais... Bien, donc je vais vous expliquer pourquoi la Terre est cubique. Imaginez, ça aurait été plus facile avec une image, mais imaginez, donc de haut en bas, vous avez plusieurs niveaux de gouvernement. Mondial en haut, régional au milieu, local en bas. Sur l'axe, voilà. De gauche à droite, on range les sujets par niveau de spécialisation. Donc à gauche, vous avez les coordinations spécifiques et à droite, plus générales. Et de devant vers l'arrière, eh bien, vous avez le degré de contrainte exercée par le niveau de gouvernement. Donc ce qui va nous intéresser d'abord, c'est le dessus du cube. Sur le dessus du cube, vous avez donc une surface dans laquelle se promènent des initiatives mondiales. Donc si vous prenez par exemple l'axe de gauche, eh bien, tout au fond, vous avez l'OMC qui est à la fois mondiale, qui est contraignante et qui est spécifique au commerce. Et puis devant, vous avez Kyoto, qui est également spécifique mondial, mais qui n'est pas très contraignant. Donc une première question qu'on se peut se poser, c'est où placer le G20, par exemple, sur cette surface. Le G20 est plutôt vers l'avant, pas très contraignant. Est-ce qu'il ne faudrait pas le repousser un peu vers l'arrière? Peut-être le passer un peu vers la droite, un peu plus général, ou au contraire d'autres, un peu plus vers la gauche, plus spécifique. Ensuite, nous avons l'étage inférieur, l'étage régional. Et là, nous avons des initiatives monétaires. En Asie, Chiang Mai, en Europe, la zone euro. Nous avons des initiatives commerciales, les accords régionaux. Nous avons l'Union européenne, qui était un peu quelque part au milieu. Une deuxième série de questions qu'on peut se poser, c'est comment ce niveau régional dialogue avec le niveau mondial. On voit que c'est en partie les mêmes sujets, et donc il peut y avoir des conflits éventuels, ou au contraire des coopérations. Enfin, nous avons à l'étage, au rez-de-chaussée, le niveau national. Et là, évidemment, les gouvernements, eh bien, ils ont en charge tout, donc c'est général, et ils ne sont pas contraints par autre chose que par les électeurs de temps en temps, et encore pas dans tous les pays. Et puis, à l'opposé, nous avons des règles économiques qui peuvent être contraignantes, des règles monétaires, des règles budgétaires qui peuvent être dans la Constitution. Donc, une troisième série de questions qu'on peut se poser, c'est comment ces règles, par exemple, qui peuvent être contraignantes au niveau national, peuvent cohabiter avec une coordination des politiques macroéconomiques au niveau du G20, au niveau régional, qui, par construction, nécessite que les gouvernements ne soient pas tenus par des règles. Donc, pour parler de tout ça, donc vous avez bien compris que cette session, en réalité, c'est une promenade dans ce cube. Et pour réaliser cette promenade, nous avons à cette table des acteurs du cube, nous avons des observateurs, nous avons des utilisateurs. Et ils vont nous donner chacun leur perception et se promener à des étages différents. Ils ont toute la liberté de se promener dans ce cube. Et maintenant, je passe la parole à François pour les présenter. On va tout d'abord écouter Roberto Lavagna. Je le disais, Monsieur Lavagna, vous avez été ministre des Finances en Argentine à un moment à la fois critique et très intéressant. C'était juste après une crise extrêmement aiguë, une dévaluation très importante du peso argentin, donc un surendettement considérable puisque une bonne partie de la dette du pays était libellée en dollars, donc en devise étrangère, et une récession très importante. Quelles leçons tirez-vous de cette confrontation justement que vous avez vécue de près entre un peuple et les marchés? Et bien évidemment, quels conseils pourriez-vous donner aux pays qui se trouvent dans des situations analogues? Vous savez qu'on a souvent
je mets ça au passé, mais je pourrais le mettre au présent, on compare souvent la Grèce d'aujourd'hui et l'Argentine, non pas celle que vous avez connue, mais celle juste avant la crise précisément. Donc quels sont les conseils que vous pourriez donner aux pays qui subissent cette confrontation entre l'économie et le peuple, au fond, entre les marchés et la politique? Merci. D'abord, mes remerciements au Cercle des économistes et à Jean-Hervé Lorenzi pour l'invitation. Bien sûr, cette séance est une séance sur la tension qui existe entre la mondialisation et la souveraineté nationale. Un conflit, une tension qui est normale, mais qui devient un conflit ouvert au moment où on passe de la mondialisation heureuse, où tout va bien, à la mondialisation méchante, quand les choses commencent à aller mal. Je ne parlerai pas de l'Europe, et moins encore, je ne donnerai pas de conseils, mais c'est la simple chose que je peux faire en venant de l'Amérique latine et d'Argentine en particulier, qui a été probablement le dernier grand défaut qu'il y a eu à niveau international, c'est de parler un peu de quels sont les comportements qui ont suivi les différents acteurs, le gouvernement, les banques, les institutions de crédit multilatérales, quand il y a une crise qui commence, quand il y a certains déséquilibres qui apparaissent. L'expérience argentine, c'est en même temps en partie l'expérience d'autres pays de l'Amérique latine, pas tous, c'est la première réaction, c'est un refus de la réalité. On nie l'existence de ces déséquilibres macroéconomiques, on fait de petites phrases, même au niveau international, de petites phrases comme l'exubérance irrationnelle, vous vous souvenez, mais on ne change rien. Simplement, les problèmes vont se résoudre sans intervention. Dans le cas de l'Argentine, par exemple, au moment où la crise avait commencé, au moment où la récession avait commencé, le président d'Argentine était invité à aller au Fonds monétaire international à la réunion annuelle au septembre-octobre de 1998 et présenté comme un exemple au monde. Donc, première réaction, un refus total. Seconde réaction, à fur et à mesure que les déséquilibres augmentent, c'est de retarder la reconnaissance de la crise autant que possible. Admettre finalement qu'il y a des problèmes, mais dire que ces problèmes sont simplement des problèmes de liquidité. Donc, c'est des problèmes qu'on peut arranger en donnant plus de crédit aux pays qui ont des problèmes. Troisième réaction, à fur et à mesure que la crise avance, les pays débiteurs, les pays qui ont la dette, doivent être considérés les seuls responsables. On ignore tout à fait la responsabilité des organismes internationaux comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui ont participé d'un financement excessif. On ignore l'attitude des banques et on ignore l'attitude des pays qui, en fait, grâce à ces financements, ont, dans plusieurs cas, se sont permis d'augmenter ces exportations vers les pays qui prennent les crédits. Donc, finalement, quand la situation est déjà ouvertement critique, on avance avec des programmes d'ajustement fiscal, avec une idée centrale, c'est que les mesures qu'il faut prendre doivent être acceptables, amiables avec les marchés et surtout avec les agences de cotation qui font une partie centrale de cette relation entre les pays et les marchés. Tous ces programmes d'ajustement sont relativement les mêmes, réduction des dépenses sociales, réduction de tout, sauf de ce qu'il faut retenir pour le paiement de la dette. La conséquence de ces programmes, normalement, c'est une diminution du produit national, encore plus aiguë, une augmentation de la dette, évidemment, en conséquence, une augmentation de la relation entre la dette et les PIB.
Très peu d'amélioration fiscale, parce que dans un pays qui a des problèmes au niveau de son évolution économique, au niveau du PIB, c'est très difficile d'améliorer très rapidement la situation fiscale, et toute une série de réformes structurelles, parfois allant beaucoup plus loin que la macroéconomie. Je me souviens par exemple, en 2004, en Turquie, avait 108 conditionnalité qui allait même jusqu'aux thèmes liés à la religion, le rôle de la femme dans l'économie, etc. Les pas suivants, ce type de programme, en fait, ce qu'il produit, c'est que si tout va bien, les pays vont être capables de récupérer des niveaux du PIB qu'il y avait avant la crise après 7 ans. Et si on met ça en termes par tête, c'est normalement 10 ans qu'il faut pour récupérer simplement les niveaux qu'il y avait au point de départ. Pendant tout le cours du programme, et ça c'est peut-être la logique centrale des programmes, c'est qu'il y a un transfert des créances des banques privées, de fonds d'investissement, etc., aux organisations multilatérales des crédits, les fonds monétaires, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, etc., ou même des transferts aux fonds de pension du pays même. Donc, en sachant très bien que ça va compliquer très fortement en termes du futur quelle va être la situation fiscale. Alors, un programme comme ça, finalement, est voué à l'échec. Réaction suivante, c'est participation volontaire. Il faut obtenir des banques l'achat de nouvelles émissions. C'est ce qui a été fait en Amérique latine avec les plans Baker en 1995. Il vous reste 2 minutes. Et après, finalement, ce qu'on appelle maintenant le reprofiling, c'est ce qui a été fait avec les Brady Bonds en 1999. Ce type de programmes ont généré en Amérique latine ce qu'on appelle la décennie perdue. C'est toute la décennie des années 80. Le tout dernier point, finalement, si tout va bien, c'est qu'il y aura un transfert des pertes à toute la société. On permet aux institutions financières d'échapper à ces créances d'origine et transférer les coûts à toute la société. Et si tout va mal, ce qui arrive parfois, c'est le cas de l'Argentine de les années 2000, à défaut ou en défaut sélectif, à défaut plus ou moins désordonné. Donc, quelle est l'erreur initiale, de mon point de vue, de tous ces programmes et toutes ces séquences qui passent par le refus, pour les retards, pour faire les pays les seuls responsables et pour un programme finalement d'ajustement fiscal pendant qu'on transfère les créances? Eh bien, l'erreur initiale, délibérée ou non délibérée, c'est qu'on confond des problèmes de solvabilité, des capacités d'être concurrentiel dans un monde qui est compliqué, avec simplement un problème de liquidité. Normalement, à partir de certains niveaux de dette, vis-à-vis du PIB, les problèmes, ce n'est plus simplement un problème de liquidité, c'est normalement un problème de solvabilité. Et d'offrir comme solution l'idée qu'il faut avoir un programme acceptable par les marchés, acceptable par les banques, et pas faire le centre de la recherche de la solution dans l'idée qu'il faut tenir un programme qui soit soutenable dans le temps, simplement pour ne pas recommencer chaque 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est la séquence que plusieurs pays de l'Amérique latine, et en particulier l'Argentine, ont eue pendant plusieurs années. Et il me semble simplement qu'il y a certains points de similarité avec ce qui se passe parfois maintenant dans les cas de certains pays de l'Europe. Très bien. Merci.
vais me tourner maintenant vers Monsieur Jorge Castaneda, qui a été ministre des Affaires étrangères au Mexique et qui est aujourd'hui professeur à la NYU, donc New York University. Justement, vous avez eu à piloter les relations économiques et politiques du Mexique avec un très grand voisin, et c'est le pays le plus important, le plus puissant du monde, les États-Unis. Dans cette situation-là, quand on est finalement dépendant de son grand voisin, comme le Mexique peut l'être, comment est-ce qu'on gère la souveraineté d'un pays comme celui, justement, où vous avez œuvré, non pas aux plus hautes fonctions, mais à des fonctions éminentes? Merci. Je voudrais tout d'abord rassurer mon cher ami Marc Lortie, ambassadeur du Canada en France, que malgré ce qu'a dit Córdoba, nous n'allons pas tous devenir des Canadiens. Il y aura quelques Mexicains qui vont rester chez nous. Mais c'est bien que vous ayez mis les visas, Marc, parce que sinon on serait tous comme Córdoba, on voudrait tous être Canadiens. Ce que je vais dire, les deux mots que je vais prononcer vont se centrer sur le Mexique, bien sûr, mais aussi sur l'Amérique centrale et les Caraïbes, et le rapport avec les États-Unis. Mais je voudrais surtout souligner que ce n'est pas forcément valable pour le reste de l'Amérique latine, parce on voit de plus en plus une forte division entre l'Amérique du Sud et, disons, la partie sud de l'Amérique du Nord ou la partie nord de l'Amérique du Sud. Et peut-être le meilleur exemple est justement les deux élections qui ont eu lieu la semaine dernière, l'une à Rome, l'autre à Washington. Le Brésil n'a pas soutenu le candidat mexicain au FMI et le Mexique n'a pas soutenu le candidat brésilien à la FAO. Les deux choses n'avaient bien sûr rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est quand même intéressant de les noter. Le problème pour des pays comme le Mexique, les pays de l'Amérique centrale et des Caraïbes, c'est que nos rapports économiques avec les États-Unis sont tellement serrés, un petit peu comme le Canada, sont tellement étroits. Je ne sais pas si le mot dépendance est le meilleur, mais les rapports sont tellement étroits, les économies sont tellement intégrées qu'on est obligé de gérer le gouvernement, que ce soit aux finances, à la Banque centrale, aux affaires étrangères, un peu partout, en fonction de ces rapports si étroits. Et dans le domaine économique en particulier, qu'il soit commercial, financier ou le tourisme par exemple, nous avons des marges de manœuvre très étroites. Dans le cas du Mexique, dans le cas de la République dominicaine, dans le cas du Costa Rica, qui par exemple sont 3 destins touristiques importants et en plus des pays pour lesquels le tourisme est très important, eh bien 90% des touristes viennent des États-Unis. Alors on ne peut pas trop jouer avec cela. Les rapports économiques sont fondamentalement bilatéraux. Et c'est comme ça et ça ne va pas changer. Mais d'autre part, nous avons plein d'autres thèmes sur l'ordre du jour avec les Américains, que ce soit pour nous les Mexicains, mais les autres aussi. Nous avons l'immigration, qui est un grand thème, un énorme défi pour le Mexique, pour le Salvador, pour le Guatemala, pour la République dominicaine, pour Cuba. Ce sont des thèmes aussi bilatéraux. La même chose est vraie pour la drogue, la même chose est vraie pour la sécurité. Mais on voudrait multilatéraliser au maximum ces thèmes-là. On voudrait le faire, parce qu'on sait que si on est coincé avec les Américains dans un rapport de 1 à 1 sur le thème de l'immigration ou le thème de la drogue ou le thème de la sécurité, c'est très compliqué d'avoir une négociation plus ou moins paritaire ou égalitaire. Alors on voudrait multilatéraliser tous les thèmes qui ne sont pas strictement économiques. Les Canadiens ont réussi à faire cela. Ils ont eu beaucoup de succès dans cette recherche depuis 40 ans. Nous, on essaye au Mexique maintenant, quand on a essayé à partir de 2002 d'être des membres non permanents mais réguliers du Conseil de sécurité. On l'a fait déjà 2 fois depuis 2002. C'est un grand changement pour le Mexique. Je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est très compliqué parce qu'on se retrouve tout de suite dans une énorme tension entre les rapports économiques qui sont fondamentalement bilatéraux et les rapports non économiques, qu'ils soient politiques, de sécurité, d'immigration, de drogue, etc., qu'on voudrait être le plus multilatéral possible, mais qu'on a beaucoup de mal à imposer comme des thèmes bilatéraux, justement à cause de la tension bilatérale et économique.
Voilà, merci. Merci à vous. Parag-Khanna, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes un spécialiste géopolitique, donc à la New America Foundation. Et en fait, disons, on voit que la mondialisation fonctionne souvent par cycle, hein, et qu'on a connu dans les dernières décennies une très forte progression de l'interdépendance après une période d'éclipse de la mondialisation qui avait suivi la grande crise et la guerre. Jusqu'où, au travers des études que vous avez faites, les États peuvent-ils s'accommoder de l'interdépendance économique? Merci beaucoup. Thank you. Well, over the course of the day, we've heard many people take for granted this idea that globalization is retrenching, that we are having deglobalization or a reversal of globalization. So I want to actually make a contrary argument, and that's my first point. 3 times in the last decade, people have used those terms. The first was 9/11, September 11th, the terrorist attacks on the United States. The second was the collapse of the World Trade Organization Doha round. And the third is the financial crisis. So despite 3 major shocks or obstacles put in the way of the advancement of globalization, we still see in so many ways, economic, political, demographic, and otherwise, technological as well, the continuation, the widening and deepening of globalization. So I think we have to appreciate it as a much larger organic process that cannot be switched on and off. In fact, I like to think of it as a process that's at least 1,000 years old, really. If you go back to the Silk Road of the Middle Ages, which connected Europe to China and created really the first interregional trading system, I think that was a major wave of globalization, after which came colonialism, the European discovery of the New World, and so forth, the expansion of mercantilism, the Industrial Revolution, and only even into the 20th century, which was really the 3rd or 4th wave of globalization, still, even by the end of the 20th century, just 10, 15 countries have dominated most of the world's economy. It is now, in fact, that we're entering a phase where globalization is truly global, where all countries, regions, nations, and so forth are participating more and more. So the notion that just because certain core Western economies are fiscally struggling in terms of trade balances and so forth with globalization, that doesn't mean that globalization itself gets switched off. In fact, it's continuing very strongly on an inter-regional basis in this what I think of as a 5th phase of globalization. And that brings me to the second point, which is that in this, as these new interregional patterns emerge, the region, which has really been the most understudied area or unit of analysis in global governance, actually becomes extremely important. And it builds on trends that we actually saw in the late 20th century. And this is where the European Union becomes very important, because the EU has been, in fact, the foremost, most developed, deepest, advanced, sophisticated supranational regional mechanism. And if you think about it, much of the world is, in fact, populated by small, poor, often landlocked, many post-colonial countries, and they have realized, too, that they need to agglomerate in some way in order to take advantage of certain infrastructural, geographic, and other kinds of conditions to strengthen their economic position. And you can see, in fact, that the development of the East Asian community or the ASEAN plus 3, the Asian sort of regional agreements, arrangements in South America, the Union of South American Nations, they're calling it, the Gulf Cooperation Council in the Arab world, and even an African Union. I think the usage of the word union is quite conscious here, and that there's lessons being learned from the European model in other parts of the world. And you can see this, again, evidenced in regional monetary funds, development banks, even peacekeeping forces. So I think regionalism becomes the sort of compromise with total open globalization and total national kind of retrenchment. And so we have to study regionalism quite a bit more. If it weren't for the deepening of interregional trade patterns, what people used to just call South-South trade, right? And that was, in fact, quite a pejorative term
poor countries trading with each other. In fact, Latin American trade with Africa, Chinese and Indian trade with Africa, and their investments in Latin America is absolutely enormous today, growing at exponential rates. And that is a major driver of this next wave of globalization, irrespective of what is happening in Europe and the United States. So we have to really take into account that for many countries there's a great interest in globalization carrying forward on those different terms. Now, I think that the competition between regions, particularly the Western concern over the rise of Asia, is going to gradually force us to redefine actually what we mean by these regions and terms. And for example, the term the West has traditionally just meant transatlantic relations, right? North America and Western Europe. But in fact, for the West to be strong, it probably should be considered as having three poles or three pillars. Europe, meaning the European Union, not just Western Europe, which is 600 million citizens and so forth, North America, but also Latin America, which has enormous potential, a large population, vast national resources, and fast-growing economies. To me, the West is not failing and succumbing to the East when you think of the Western future with these three powerful pillars. The last point is that, again, there are aspects of globalization that can't be switched off that have not been talked about yet, and that is the disaggregation or fragmentation of political space. I like to think that in the 21st century, we'll not just talk about countries. We'll talk about countries, cities, companies, and communities. Again, the 4 C's: countries, cities, companies, and communities. And these are 4 different kinds of actors that overlap in, again, a very medieval sort of pattern. And there is contested or shared authority and public-private partnerships and relationships, which you can see in the diplomacy around all sets of global issues that really bring together these different kinds of actors, but also bring them into conflict with each other. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Palin, pour cet éclairage sur justement la mondialisation, ses caractéristiques et son irréversibilité. On reviendra bien sûr là-dessus au fil du débat. On va entendre Monsieur Ri Changyong. Vous êtes, Monsieur Ri, Chief Economist à la Banque asiatique de développement, et vous avez aussi tout récemment été au cœur de la mécanique du G20. La Corée présidait le G20 jusqu'à il y a peu d'ailleurs. C'est la France qui lui a succédé et vous étiez le Sherpa du gouvernement. Ce G20, on a quand même l'impression qu'il a eu son momentum au moment de la crise et que, disons, le stress occasionné par la crise financière a mobilisé la communauté internationale pour travailler de concert à des solutions alors que le monde était au bord du basculement, et que depuis, ce n'est pas du tout une critique de la présidence sud-coréenne, puisque celle de la France est exactement dans la même situation. Depuis, la motivation semble retomber. Quelle est votre analyse là-dessus? Thank you. I'm honored to be here, and let me first talk about I was first asked about the current regionalism in Asia and current state, and then let me comment on the relation between G20 and the regionalism at the end of my talk. I have 4 important points I want to highlight. One is economic relation within the Asia has been limited up until 1990s for various reasons that I will explain later. And the second, but 2 crises, Asian financial crisis in 1997 and the global financial crisis in 2008 actually accelerate the regional economic cooperation in Asia. The third, still, even though there has been a big progress in regional economic cooperation, but Asia still remains quite heterogeneous, and one Asia is a long way to go. First, with the growing role and the economic size of the Asia, I think regionalism in Asia will play a more important role in the future, but it should not be a tool to build a regional bloc in Asia. Rather, it should be a path and infrastructure to make Asia to be more globalized. So let me iterate one point more closely. Up until the 1970s and 1990s, Asia's economic linkage was quite weak because the development stage of the Asian countries are quite different. China completely closed their market to the capitalism for a while. India tried to have their own independent economic structure.
Japan lead the economy in Asia, but they had a fractured political relation with most of Asian economies because of their relation during the World War II and colonial period. And the situation had changed a lot in 80s and 90s when the emerging four dragons, Hong Kong and Korea and Singapore and Taiwan, China, actually become leading economies together with Japan in Asia. But with the rise of the later rise of China and India, still, even though there has been more progress in economic linkage between Asia, but the relation is kind of weak because of the so-called pattern so-called factory Asia. Factory Asia means that Asia actually each other outsource the part and the part and intermediate goods to export final good to the advanced economies. So even though the economic linkage between Asia is increased, actually this increasing size does not necessarily mean autonomous demand or the independence of Asian economies to the advanced economy, because they are the competitor for the global market, and it's especially in advanced economies. So their relationship is increased, but it's not as kind of powerful and independent. But this changed a lot after the 1997 financial crisis. I mean, because time limit, I wouldn't explain, but Asian countries even accepted a pill given by the IMF. They find that the IMF's pill and prescription is unfair and some problems. And so they start to realize the necessity of building up their own regional safety nets. And that view was accelerated and reconfirmed after the 2008. They look at Europeans may think differently, but they saw what IMF did to the Europe in a fast way that was really different from what IMF did to Asia. So that actually encouraged more economic cooperation within the region, and there has been much progress. And I think this trend, the increasing regionalism in Asia, will continue to grow because Asians' power, economic power, will increase together. But I think we should be very careful not to make this to make it as a effort to build the economic bloc within the Asia. I think good example, good benchmark that Asia has to follow is the G20, as you mentioned. In G20, unlike other international fora, the coalition change depending on the subject. Usually it's not like a developing country versus advanced economies. Depending on the topic, there's a big change of coalition. For example, financial regulation for bank levy, Canada actually was on the side of the emerging economies. Global imbalances, emerging economies are mostly, something like that. Depending on the subject, the coalition changes, we think, is a variable geometry. And this is, I think, good example of how the regionalism has to be promoted in the future. And also, I want to emphasize that, we Europeans and many many advanced economies now demand that with the rising power of Asia has to play an important role in global society. I agree. But at this moment, China's income is $5,000, which is only one half of Mexico. And so I think Asians are very quick to learn. So I think it's only 10 years that Asians hear about the global role that we play. So I think with the time, I believe that Asia will be a good play an important role with more responsibility in a global society. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nous allons écouter maintenant Dominique Barton, qui est donc CEO de McKinsey, donc le cabinet de conseil qui est un point d'observation extraordinaire sur toutes ces questions-là. Dominique, comment est-ce que vous voyez ces relations complexes entre la sphère économique et la sphère politique vues de votre fenêtre, si je puis dire? Thank you very much. It's a great honor to be here again, and I think it's a terrific topic. I wish I could say we'd have a nice clear view. The picture I probably would have put up there is a bowl of spaghetti, is how I sort of look at how everything's wound together, rather than a cube or a galaxy. And what I would like to focus on is, first, what is some of the wiring or spaghetti that we're seeing out there in the world? Because I don't think it's just simply about boxes and global, regional, and so forth. A lot of actors, particularly businesses, are working through all different environments. So I just want to highlight a few.
One is we know about global capital markets. We sure do. We don't need to be reminded of that and the linkage we've seen in the world. But since 1989, the world has been wired like we've never seen it before with global capital markets, the shifts. It was the first time in 1989 where central banks were not able to control the market in terms of exchange rate moves, and we're well beyond that. Corporations have been doing this for quite some years. I'm going to talk a little bit about that, but one trend I would just say is one thing that's surprising a lot of people in the US is that corporate profitability is at a very, very high level, while unemployment is at a very, very high level. And a lot of the growth in corporates is actually coming from Asia and the shift. You're seeing a lot of American companies in the Midwest and so forth now shifting out to that part of the world, so big shifts on the corporate side. A third one is actually around the consumer, and I think that's one of the most recent shifts, particularly in the last 5 years. And just to rattle off a couple of numbers, there are 2 billion people today that are connected up on the internet that can conceivably talk with each other. China had 150 million new internet users just last year, so that we're wiring up on a communication basis. Facebook would be the equivalent. It's got 600 million people of the third largest country in the world, and people on Facebook do a lot of things together. Twitter has 190 million users. I could go through all of that stuff. The other thing I would just point out is we now have the ability with technology to shift massive amounts of information like we've never done before. If you ever, for some bizarre reason, wanted to download the US Library of Congress onto your computer, in 2000 it would have taken you 82 years. What it now takes is 1 second with the latest routers. So the wiring of the world is there, and so you have a situation such that you've got Chinese consumers who actually believe Crest is a Chinese company. And there are more in common between certain classes of people across countries than there are within the country that they're in. And that's a shift that we all have to deal with as we look ahead. We also have a lot more complexity in the world with climate change, which is a big issue that affects everyone. Water, unfortunately, does not follow political boundaries. It goes where it wants to. And that's a big problem if you're sitting on the top of Asia and the Himalayas about where you put dams and so forth. So these shifts are occurring. We think they're gravitational. It is very difficult to try and stop it. You can't put the genie back in the bottle. It's the reality. The challenge is our institutions, the nation states, and especially our international governance organizations, are frankly designed for 60 years ago, after World War II, and we have to modernize it. We have no idea, and we probably have no right to decide or have any influence on what they look like. What I would say, though, is I think it's vitally important that we get more social capital. It's back to the Robert Putnam stuff within countries, social capital amongst countries, amongst the communities. I love Raj's point about the 4 C's. And I think one area we're going to see more of that is actually with cities. There is much more interaction between the 600 biggest cities in the world today than there ever has been before, the linkages that are going on that side. You're seeing business having to take a more responsible, broader stakeholder role than they have. It is not acceptable just to focus on shareholder value. If you are a corporation, you have to think about unemployment in your country that you're in. And that's why I think we're seeing a shift very recently in the US, where US corporations were not that interested in industrial policy. As someone said earlier, that's almost a swear word in the US. They were not interested. They now are. And the reason for that is because you've got a trust issue with the public that says, you're doing so well, you are benefiting, and I include our firm in that bucket, you're benefiting from globalization. There are losers to globalization in the countries and where they are, and the nation state can't deal with that. What are you going to do to play a role in trying to do it? We certainly can't solve the issues, but we can play a role in what we do on that front. We're seeing it, for example, on water issues. You've got a coalition of the IFC and 6 corporations working to try and figure out what we do differently. And so I think in this spaghetti world where there are forces that no one can stop, that are integrating the world, we're going to need to figure out ways to link people more, use technology as an ally. Instead of blogging about shampoo, it's 800,000 people a day blog about shampoo for some reason.
why don't we blog about some serious issues that are out there and connect people up together, and is that how we move forward? Thank you very much. Dominique Cerutti, c'est vous que nous allons entendre maintenant. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, à la fois président et directeur général adjoint de NYSE Euronext. Donc la bourse, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait la bourse de Paris, puis après il y a eu Euronext, regroupement de plusieurs places européennes, et puis un mariage transatlantique avec NYSE, peut-être demain un autre mariage avec Deutsche Börse. Les frontières nationales, donc, dans votre business, dans votre activité, vous les avez fait sauter. Pour autant, les régulations, elles subsistent au plan national, au plan international parfois. Comment est-ce qu'on peut justement naviguer entre ces différents plans quand on gère de surcroît un univers où l'unité de temps est la seconde, voire la milliseconde? Merci François. Je vais essayer de vous parler de ça en 5 ou 6 minutes. Donc je vais vous apporter l'éclairage d'une entreprise, mais des marchés financiers, l'enfant turbulent de la planète dans cette globalisation et dans ses rapports avec les États qui essaient d'apporter un peu d'ordre dans ce phénomène. Je vais toucher 2 ou 3 points avant de développer ça en 2 minutes. C'est un, pour renforcer ce que mon voisin disait il y a quelques instants, c'est je pense réellement, pour avoir œuvré pendant 2 décennies des entreprises qui se globalisaient différents marchés, que s'il y a un fait marquant pour notre génération, c'est la globalisation, mais son accélération, les deux. Il y a des forces à l'œuvre qui sont incroyablement puissantes, écodémographiques, de mobilité, de technologie, comme le disait Dominique Bardon, qui font que ça ne s'arrêtera pas, ça va accélérer et c'est inéluctable et il faut s'y préparer. Bon. Le deuxième point, très rapidement, c'est que, contrairement à ce que certains pourraient penser, il y a malheureusement, et on pourrait demander à des économistes chevronnés et des experts, il n'y a pas d'autres scénarios qui peuvent apporter prospérité, paix, répartition des richesses et une croissance harmonieuse sur la planète. Les autres scénarios unipolaires sont aujourd'hui totalement irréalistes. Les scénarios multipolaires sont source de conflits, de confrontations, et donc il faut y aller, c'est ça que je veux dire, mais y aller de manière beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a fait. Alors pourquoi je dis ça? C'est que si j'illustre ce qui s'est passé dans l'industrie financière, qui est la mienne et qui est celle qui sait le globaliser le plus vite et qui est vraiment soit la caricature, soit l'exemple de la globalisation, je vais prendre quelques exemples en gédémon sur ce qui s'est passé ces dernières années. Titrisation. Un outil qui est excellent pour financer les bilans par l'actif, transférer les créances en cash et qui a participé à une décennie de croissance extraordinaire, de création de valeur, d'emplois partout sur la planète. Mais c'est, vous le savez aussi, ce qui en 2008 a permis, entre autres, dans cette fameuse crise des surprises, de transférer des risques insensés sur la planète et de maquiller des bilans. L'émergence de super champions dans le domaine bancaire, c'était quelque chose d'extraordinaire pour la mutualisation des activités, l'efficacité que ça a apporté, le service que ça rendait, la gestion du risque au niveau global. Mais bon, ça a également amené le syndrome too big to fail. L'accès au marché étranger, on sait, c'est démontré qu'il y a une corrélation directe entre échanges transfrontaliers et croissance économique de la zone concernée. Mais on sait également que ces échanges transfrontaliers permettent des mouvements de capitaux, voire spéculatifs, court terme, massifs, qui sont très déstabilisateurs et destructeurs. Pour les entreprises que nous sommes, l'accès à des pools d'investisseurs élargis, c'est super pour les grandes entreprises. Elles ont le choix de capitaux et donc c'est un coût de capital plus faible. C'est en revanche terrible pour les PME parce qu'il y a eu un assèchement de la liquidité pour les PME. Et le dernier point pour en finir, pour illustrer ce côté ange et démon de la globalisation, la libéralisation des marchés, super pour enlever des frictions, pour améliorer l'efficience des marchés, mais ça a créé, après une décennie, une opacité absolument incroyable sur le marché des capitaux, quasiment une confiscation de ces marchés de la société pour quelques intérêts ou superpuissance, et des fléaux, comme je le disais, l'opacité en est un, contre lesquels on veut combattre. Alors, du coup, c'est certainement, ça va s'accélérer, il n'y a pas d'autre scénario, et on voit que l'expérience de ces 10 dernières années, du point de vue de l'entreprise et des marchés financiers, elle n'est pas vraiment folichonne, et qu'il faut l'encadrer, et nul doute que, sans être accusatoire, les États ont failli, les États, les institutions qui les entourent. Mais là où ils ont failli, et c'est mon point, c'est pas du tout dans la réaction qu'ils ont eue aux différents incidents. C'est même l'inverse, on peut tous dire, on le sait, que leur réaction dans les cas de crise, en 2000 par exemple, ou les crises récentes, ont été globalement dans le ralliement, les décisions d'urgence, l'exécution, assez exemplaires et que ça, si ce n'est régler les problèmes, en tout cas limiter les dégâts. Là où les États et les institutions faillissent, dans leur rapport avec cette globalisation et le secteur
privés, les marchés, les entreprises et les industries qui sont toujours en avance de phase par rapport à l'État, c'est dans leur capacité à anticiper. Et c'est là que je vois le nœud gordien du problème. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas répéter les réactions en cas de crise, mais en ce qui nous concerne, et pour revenir à votre introduction François, et j'en aurai fini, il y a une dizaine d'années, nous avons créé Euronext, qui était le regroupement de 5 bourses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il n'y avait pas d'organe. On voulait créer le premier marché européen. On l'a fait parce que les marchés nous y poussaient, parce que les besoins de nos clients sur la planète nous y poussaient, parce que notre survie l'exigeait et que c'était très bon pour apporter de la transparence aux marchés. Il n'y avait pas d'organe qui nous régulait. On a en fait poussé les régulateurs, qui l'ont fait par réaction, à former un collège qui a été le premier ancêtre vraiment d'un corps de régulateurs qui commençait à travailler au niveau européen. 10 ans se sont écoulés, le collège a fonctionné, donc c'est toujours nos régulateurs, à merveille. On est en train de se marier avec Deutsche Börse. Nous créerons, ce faisant, la plus grande bourse mondiale centrée en Europe, dans quelque dimension que ce soit. Eh ben, on pourrait imaginer qu'après 10 ans, les régulateurs se soient préparés à cette nouvelle étape. Et encore une fois, et ce n'est pas du tout accusatoire, je dis simplement c'est un phénomène itératif et on travaille en mon intelligence. C'est ce genre d'initiative d'entreprises comme la nôtre qui vont certainement pousser les régulateurs à étendre ce collège de manière très pratique et à étendre ce collège pour sans doute contrôler, de vue de leur fenêtre, quelque chose comme 80% de la zone euro sur l'échange des marchés boursiers. Donc bref, je vais m'arrêter ici. Je vois, moi, le nœud gordien du sujet parce que la globalisation ne s'arrêtera pas. Elle va s'accélérer, je le crois fermement. Je crois également qu'il n'y a pas d'autre scénario possible pour équilibrer la planète et avoir une transition sociale plus équilibrée. Je pense que les États et les institutions qui les entourent sont tout à fait armés pour réagir. On l'a vu, parfois de manière un peu douloureuse, mais que là où il faut vraiment qu'on essaie de travailler, c'est sur l'anticipation. Et du coup, c'est mon point final. Ce qu'il faut, bien entendu, sur une globalisation inéluctable, c'est une stratégie des États-nations tous ensemble, une gouvernance mondiale, pas un gouvernement, ce serait utopique, mais une gouvernance mondiale. Et pour revenir à votre cube, Agnès, je crois que c'est par là que commence le sujet, parce qu'ensuite, pour moi, tout coulerait de source. Voilà. Merci. Maurice Lévy, on a entendu Dominique, mais aussi bon nombre d'intervenants, et je pense que c'est un sentiment largement partagé dans cette salle, nous dire la globalisation, elle n'est pas prête de s'arrêter, elle va même peut-être s'accélérer, en tout cas, un, c'est irréversible, deux, c'est nécessaire, voire souhaitable. Est-ce que vous, qui êtes un homme de business éminent et en même temps un observateur très attentif, j'allais dire de la société, des sociétés, puisque Publicis est un groupe mondial, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de conflit justement entre la logique sociétale et la logique économique, entre le territoire de la société, alors des nations, et puis celui de l'économie? La vérité, j'en sais rien. Pardon de le dire aussi simplement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui et en quoi la petite expérience que j'ai peut d'abord vous faire descendre. Vous étiez à 30 000 pieds, moi je vous amenais un peu au ras des mottes, hein, au ras des pâquerettes. Nous avons eu une expérience de mondialisation en partant d'un certain nombre de paradoxes. Nous sommes une société familiale. Une société familiale faiblement capitalisée et qui avait envie de pouvoir survivre dans un monde dominé par quoi? Les anglo-saxons. Et dans ce monde anglo-saxon, nous sommes une société française et qui tient à sa francité. Comment donc est-ce qu'on pouvait exister alors que nous n'avions en réalité rien pour figurer parmi les grands? On est parti de deux idées. Une idée d'abord très simple. Comment est-ce qu'on définit la stratégie d'un groupe comme le nôtre? Il suffit d'observer. Il suffit d'observer trois choses. D'abord, nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, les médias, comment est-ce qu'ils refaçonnent le monde? Et puis enfin, les consommateurs, ceux à qui on s'adresse. En ce qui concerne nos clients, c'était très simple. Dès lors qu'on a assisté à la chute du mur de Berlin et à la libéralisation des échanges économiques, on s'est retrouvé avec une accélération considérable de la croissance des entreprises et une accélération considérable des échanges. Pour que les entreprises puissent, dans cet univers, exister, survivre et prendre le meilleur, il leur fallait grandir et il leur fallait être partout. On n'était plus dans le phénomène des années 50, 60, 70 d'internationalisation, mais de sociétés multipolaires existant partout, dans tous les marchés. Si on veut les accompagner,
puisque eux ont besoin d'un partenaire unique, on est obligé d'être présent partout. Et quand je dis présent partout, c'est un peu comme les femmes enceintes, on ne peut pas être présent à moitié, on n'est pas enceint à moitié dans la globalisation. Le deuxième phénomène, très simple, qui est celui des médias. Les médias, eux, ils sont le conduit à travers lequel on communique avec nos clients, avec nos consommateurs, les clients de nos clients. Et là, que se passe-t-il? Ils se sont transformés, ils se sont mondialisés. Les grands médias aujourd'hui, ça a été dit, Dominique l'a dit à l'instant, ils s'appellent non plus, pardon de le dire, Le Monde ou New York Times, ou même Asahi Shimbun, ils s'appellent Google, Facebook, Twitter. Bing, MSN un peu, et peut-être demain plus, et ce serait mieux que ce soit plus pour qu'il y ait la vraie compétition. C'est eux qui aujourd'hui sont en train de façonner la société, de la transformer. Et on arrive au troisième point, les consommateurs. Les consommateurs, sous l'influence de l'offre qui est faite à travers le monde, réussissent à avoir accès aujourd'hui à des produits, à des standards de vie qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient la veille. Les consommateurs, ils ont un avantage, ils ne sont pas mondiaux. Et tous ceux qui pensent que les consommateurs sont mondiaux se trompent. Le consommateur, il est local. Et c'est là où nous avons eu peut-être une toute petite intuition, et j'en arrive à votre question. Dès lors que le consommateur est local, qu'est-ce qui va compter? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la capitalisation, c'est la culture. Et nous avons pris le problème à l'envers. Au lieu de partir sur des investissements massifs, des croissances considérables, des recapitalisations qui nous auraient fait perdre notre âme, nous sommes partis d'une idée très bête qui est ces gens, puisque nous sommes français et que nous tenons notre exception culturelle, ils ne sont pas très différents. Ils sont chinois, ils sont péruviens, brésiliens, ils sont coréens. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le respect de leur culture, ils veulent l'attachement à leur tradition. Et à partir de là, nous sommes partis sur l'idée de vivre à la différence. Non seulement pour nous, et vivre à nous au travers de la différence, mais pour les consommateurs en leur disant « Non, non, nous n'allons pas vous vendre quelque chose qui est homogénéisé, nous n'allons pas vous proposer quelque chose qui est packagé de la même façon, nous allons vous proposer quelque chose qui est en résonance avec votre culture. » Et les grands clients qui ne s'intéressaient pas à notre existence, tout d'un coup, on dit « Tiens, c'est peut-être pas complètement idiot. » Et à partir de là, on a connu une histoire qui est très simple. En 15 ans, on est passé de la 15e place à la 3e, de 5 000 personnes à 50 000. Et on est surtout dans une situation où, aujourd'hui, et c'est la grande leçon de la mondialisation, c'est qu'elle ne s'arrête pas et qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et que dès lors que nous nous arrêtons, et c'est une course sans fin, c'est un peu comme la bicyclette. Dès qu'on arrête de pédaler, on tombe. Et donc on est dans une obligation, avec une deuxième obligation qui est une exigence. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce genre de sport, si j'ose dire, on a affaire à des athlètes extrêmement entraînés. Et ces athlètes extrêmement entraînés, ce sont ces très grandes entreprises qui ont des exigences beaucoup plus grandes et qui nous obligent à nous surpasser et qui nous obligent à devenir meilleurs et à acquérir des talents meilleurs. Et c'est pour ça que finalement, ce qui est bon dans notre métier, c'est que tout repose sur la localisation. Et nous sommes dans ce paradoxe où nous avons besoin d'une entreprise et les zones ont besoin de grandes entreprises mondiales et elles ont intérêt à les créer, à les supporter, à faire en sorte qu'elles puissent se développer. Et en même temps, nous avons besoin d'une présence locale extrêmement forte et c'est pour ça que la diversité, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, je vous remercie. Je voudrais, pour conclure, revenir à nos deux intervenants qui ont été des hommes politiques, donc M. Lavagna, M. Castaneda, et leur poser, au fond, la question qui est en filigrane, qui était en filigrane dans toutes les interventions.
Dans une économie mondialisée comme la nôtre, quel avenir voyez-vous pour l'échelon État-nation? Comment doit-il défendre ses couleurs? Et comment justement s'articulera-t-il au niveau supranational que vous avez évoqué l'un et l'autre? Monsieur Lavagna, tout d'abord. D'accord. Écoutez, je crois que ça a été dit dans cette table, la mondialisation ne va pas s'arrêter, au contraire. Je crois qu'il y a des données technologiques qui feront qu'il va s'accélérer. Mais une partie de la mondialisation n'est pas basée simplement sur la technologie, c'est basé sur certains accords internationaux de tout type. Des accords économiques, sociaux, politiques, même des droits humains, etc. Et c'est sur cette partie-là qu'on peut agir. On peut quand même travailler sur un diagnostic correct pour une meilleure régulation qui va permettre en même temps d'accepter cette mondialisation qui va s'accélérer sans perdre tout à fait la capacité, la souveraineté nationale, la capacité d'agir. Je crois que c'est là que c'est la combinaison la plus raisonnable. L'erreur, c'est d'aller vers les deux extrêmes, soit l'antimondialisation, soit l'autre extrême de la pensée unique, où on ne peut rien faire, où il faut simplement accepter une idée unique pour tout le monde. Il me semble que c'est sur tous ces accords qu'il faut agir, et il faut agir sur ces accords pas au moment de la crise. Ça, il faut le faire au contraire, au moment où la situation économique et sociale mondiale est meilleure, le moment où, normalement, les gouvernements font plus d'erreurs. Les moments les plus difficiles, ce ne sont pas les moments de crise, ce sont finalement les moments de relatif essor économique où les gouvernements se permettent toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de signatures d'accords, etc., qui ne seront pas capables de remplir parce qu'ils vont contre la volonté locale et tout le monde a quand même une volonté locale. Merci, Monsieur Castaneda. Oui, je pense que pour des pays comme le Mexique, comme le Brésil, comme d'autres, peut-être la Chine et l'Inde, c'est différent. Ce que nous avons le plus grand intérêt à faire, c'est justement de pousser le plus possible, pour de nouvelles structures régionales, en Amérique latine, l'Amérique du Nord, etc., et aussi de contribuer le plus possible à un cadre juridique, un nouveau régime juridique international, genre droits de l'homme, Cour pénale internationale, OMC, etc., de pousser le plus possible. Plus on pousse nous, mieux ça sera pour nous. Le problème, c'est que pour nous, et Roberto Lavagna a cité cette tension, pour nous, ou dans plusieurs de nos pays, nous avons quand même une nostalgie pour la souveraineté, pour la non-intervention, pour disons, d'être contre ces régimes juridiques internationaux, qui est très compliqué. Et on le voit maintenant, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU, pour ce qui est de la Libye et de la Syrie. Des 4 pays qui se sont abstenus sur la résolution 1973 sur la Libye, il y avait le Brésil, l'Allemagne, l'Inde et l'Afrique du Sud a changé à la dernière minute. C'est-à-dire, nos pays n'aiment pas ça. Et pour la Syrie, tout est bloqué en grande partie à cause de l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui ne veulent pas entendre parler d'une résolution de sanctions contre la Syrie. Alors, comment on peut faire les deux choses en même temps? Comment on peut, d'une part, contribuer à la construction d'un nouvel ordre juridique international et d'autre part, être en même temps des défenseurs farouches de la non-intervention, de la souveraineté. C'est un problème, c'est un vrai problème qu'on n'a pas résolu. Monsieur Rie, justement, vous avez évoqué tout à l'heure l'intégration asiatique, hein, et c'est vrai que, vu d'Europe, c'est quelque chose qui semble un petit peu exotique parce que le degré d'intégration économique est très élevé, mais il n'y a pas eu, alors en Europe on dirait il n'y a pas encore eu,
je ne sais pas, justement, ça serait intéressant de vous entendre là-dessus, de pendant politique, c'est-à-dire d'intégration politique dans la région. Vous avez considéré que chacun des États pouvait continuer à vivre sa vie, justement sur une base nationale, tout en laissant les entreprises se développer à une échelle régionale. Est-ce que ça vous paraît, quand on se projette à 5 ou 10 ans, le devenir de l'Asie, justement, que de rester sur la base de l'État-nation dans le cadre d'accords d'association économique, ou est-ce que vous pensez que, à l'instar de l'Europe en ce moment, mais au fond, il y a eu d'autres tentatives, il y aura des expériences de rapprochement politique, sinon d'union politique en Asie? My answer is no. I think, as I mentioned, Asia will take time to be more regionalized or internationalized or globalized. First of all, I think Asian growth history is only 20 or 30 years. And also politically, it's more heterogeneous than Europe. And also, so it will take time. And the income levels and development stages are quite diverse compared with Europe. So we cannot expect that Asia will be like Europe within 20 years, 10 years, some period of time. But I don't think that is not either bad things too. Because as I mentioned, I mean, this is a tension between regionalism and nationalism and globalization. And I think each country can cooperate within the rule. And that does not necessarily mean the region must have one voice. That's the reason why I mentioned that the G20 has a good benchmark. Like depending on the topics, region can cooperate, and also region can cooperate with other regions, and there can be lots of the variable geometry. So I think there will be a more economic link and economic cooperation for sure. And the voice of Asia will, and together with responsibility, will increase. But that does not necessarily mean that the regional bloc will be strengthened, and we have a long way to go. Merci à vous. On va prendre quelques questions, peut-être y en a-t-il dans la salle. Je ne vois pas très bien. Oui, mademoiselle, il y a une main ici. On vient à vous après, madame. Peut-être mademoiselle, tout d'abord. Oui, si vous pouvez descendre, mademoiselle, voilà. On prend votre question ensuite, madame, oui. Merci de vous présenter et de formuler une question relativement brève. Ça ne fonctionne pas, on va prendre la question de madame entre-temps. Si ça marche. Oui. Well, I am Barbara Thomas Judge, chairman of the UK Pension Protection Fund. And my question is to Mr. Barton particularly. I was interested in what you said about the wiring of the world and the benefits, many benefits of globalization that we have through the wiring. But sometimes with progress comes some problems. And I wanted to think about the new story of cybersecurity, because the globalization of all of the progress that we've made may be threatened to some extent by this new problem. Can you speak about that? Merci madame. Donc une question en réaction au propos de Dominique sur l'interconnexion et la menace que peut faire peser la cybersécurité. Dominique. I think it's an excellent point because while technology has allowed us to shift massive amounts of information like we've not seen before, the amount of cyber attacks that are going on has just escalated. And it's not only between companies, it's actually between countries. I mean, one comment I made in talking to one of our clients, they said, we noticed that the hackers seem to go on lunch break between 12 and 1. So I think this is a huge issue given we are becoming more and more digitized as organizations. And I think the ability to be able to clog up the system, if you will, through cyber attacks is something that we're going to have to work on, or we could have, it's another form of terrorism. Merci. Mademoiselle d'abord, monsieur ensuite. Bonsoir, Amandine Gérard, et j'appartiens à la sphère financière en création de sociétés de gestion de portefeuille. Donc je trouve, alors c'est plus, je dirais, une intervention plus qu'une question et une interpellation. Cette table ronde est très représentative, je dirais, de ce que reflète l'information qui est donnée à l'univers financier et à ce qu'on vit au quotidien, pour reprendre les propos de M. Cerruti. Clairement, là, on est dans un univers d'anticipation.
Pour reprendre les propos de M. Levy, qui a été brillant comme souvent, act global, think local. Donc, pour reprendre, je dirais, la thématique principale, enfin mon ressenti par rapport aux hommes politiques qui sont ici, c'est qu'on est perpétuellement dans le passé, qu'on parle des crises des années 30 par rapport à la table ronde précédente, qu'on parle de l'exemple de l'Argentine. Et moi, mon point ici, c'est de me dire, à un moment donné, on fonctionne en silo. Comment vous voulez que tout ça se rapproche? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rapprochement entre la sphère politique et la sphère économique aujourd'hui, qu'on est de plus en plus en décalage, que l'information va de plus en plus vite pour nous, les financiers. Et comme le disait hier M. Trichet, aujourd'hui, c'est encore les banques, donc la sphère privée, qui intervient au niveau de la Grèce. Est-ce que, voilà, la distorsion, il ne faudrait pas la prendre à la base? Mademoiselle, si je peux vous faire une remarque, juste une remarque, mais il n'y a pas si longtemps, si les États n'avaient pas été là, la finance eût été en quelques difficultés. Tout ça pour dire, c'était dit sans méchanceté aucune, mais on est dans l'interaction. Je pense qu'on a bien compris votre point. Non, mais... On va. Si vous voulez bien, il y a pas mal de questions. Ou alors vraiment, juste une phrase de conclusion. Oui, alors mon point ici, c'est est-ce qu'on pourrait... Parce que personne, justement, cette table ronde ne pourrait pas être au niveau international plutôt que des institutions segmentées pour essayer de faire avancer les choses, parce que j'ai pas l'impression que la globalisation au niveau de différents acteurs soit efficace et encore moins efficiente aujourd'hui. Nous entendons votre appel. On va passer à la question de monsieur. Merci. Monsieur qui est dans l'allée d'à côté, s'il vous plaît. Merci. Un monsieur avec un costume vanille. Crème. Est-ce que cette épithète vous convient? Moi, je le vois crème. Merci. Je me présente d'abord, je m'appelle Mark Magan, je suis un Irlandais qui travaille pour la bourse. J'ai envie de poser une question inspirée un petit peu par ce que dit Dominic Barton et Parvez Khanna. Je vais vous lancer une citation et vous demander ce que vous en pensez. Thomas Jefferson a dit il y a 200 ans, « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées entières prêtes au combat. » Qu'en pensez-vous? Sacrée question. Qui veut répondre à cette question en 37 secondes? Dominique Cerruti, vous me paraissez éminemment qualifié. Je vais le faire et je vais tenter Magan qui travaille pour moi. Donc, bon, non, mais c'est un vrai sujet. Quand même deux choses. On ne peut pas diaboliser les banques qui, dans l'immense majorité, sont complètement compliantes avec les régulations en vigueur. En revanche, elles s'adaptent à un environnement, elles sont surarmées. Donc, s'il y a des trous dans la régulation, que la régulation n'a pas été montée au bon niveau pour traiter les bons sujets, et je suis d'accord avec ce que vous disiez, mademoiselle, en anticipation et pas en réaction, elles vont s'engouffrer là-dessus, elles vont faire leur business, ce qui est à peu près normal, sans jamais déroger aux lois ou aux régulations. Donc, on est vraiment sur le sujet d'accompagner une industrie qui se globalise et de laisser des acteurs jouer leur jeu, rémunérer leurs actionnaires, faire leurs profits, être plus malins que les autres, mais dans un environnement qui doit être contrôlé parce qu'on l'a vu, c'était les points que je mentionnais. Si vous laissez les marchés tout seuls, ils finissent par dériver. Si vous voulez caricaturer ce que veut dire Mark Magan, c'est qu'ils en arrivent pratiquement, je parle des marchés de capitaux, à être confisqués, pas au sens violent du terme, mais détournés de leur nature première qui est de financer l'économie réelle et d'être au service de la société. Donc personne ne fait de mal, c'est un sujet de régulation, je suis d'accord avec vous, de remonter la régulation efficace à un niveau global, ce qui est un sacré challenge en fait. Merci Dominique. Maurice, vous vouliez intervenir? Je pense que Dominique a raison et je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a raison, c'est effectivement un sujet de régulation, je pense qu'il a tort parce que c'est d'abord et avant tout un sujet éthique. Et qu'on s'en fout si la régulation est ce qu'elle est, et si on se sert des failles de la régulation, ça veut dire qu'on n'a pas un comportement éthique vis-à-vis de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une exigence qu'on doit avoir, c'est bien une exigence éthique. C'est sur ces paroles qui suscitent l'enthousiasme de la foule que nous allons nous séparer. Merci à vous tous. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants pour les remercier.